Mouvement de protestation ce matin devant le Conseil supérieur de la communication, les organisations professionnelles des médias, les centrales syndicales et d'autres mouvements de la société civile sont allés réclamer la levée immédiate de la suspension des émissions d'expression directe. Mariam Sankara, chez le président du Faso, c'était ce soir même. La veuve du capitaine Thomas Sankara remercie Michel Kafando et tout le peuple burkinabé pour leur soif de justice au moment même où se déroule l'opération d'exhumation du corps du capitaine et de ses compagnons. Nous recevons dans ce journal Alain Foka, journaliste à Radio France Internationale, présent à Ouagadougou pour la dédicace de son coffret Archives d'Afrique consacré à Thomas Sankara. Bonsoir Monsieur Foka. Et donc à tout à l'heure pour découvrir cette production. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. 2 heures de sit-in pour exiger la levée immédiate de la suspension des émissions d'expression directe. C'était ce matin devant le Conseil supérieur de la communication. Les organisations professionnelles des médias ont tenu parole, soutenues par les centrales syndicales et d'autres mouvements de la société civile. Ils étaient porteurs d'un message que la présidente du CSC a refusé de recevoir, jugeant le mouvement illégal. Moumouni Soubega. L'organisation des professionnels des médias, structures syndicales et de la société civile ont sonné la mobilisation devant le Conseil supérieur de la communication, histoire d'exiger la levée de la mesure de suspension des émissions interactives. Une mesure que les professionnels des médias qualifient de liberticide et d'antidémocratique. Ces émissions d'expression directe ont largement contribué à fertiliser la lutte de notre peuple, ayant abouti à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Elles ont continué à jouer leur rôle de veille dès les premières heures de la transition. Elles ont pu ainsi attirer l'attention sur des insuffisances aux horreurs qui ont été corrigées. En conséquence, nous rejetons fermement votre projet de charte et votre code de bonne conduite qui conditionne la levée de la mesure de suspension. À ce sit-in, des promoteurs, des radios et des leaders des organisations des professionnels des médias ont fait l'historique des émissions interactives au Burkina et les échanges qu'ils ont eus avant et après la suspension de ces émissions avec le CSC. Et dans leur lutte pour la levée de la suspension de ces émissions, les médias ont reçu le soutien des syndicats et de la société civile comme le Balai citoyen et le MBDHP. Tous appellent le CSC à la raison pour préserver la liberté d'expression qu'il présente comme l'un des acquis de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Nous ne pouvons pas comprendre qu'après ces moments où la presse burkinabé, les médias burkinabés, le Burkina même tout en général, fait la fierté de l'Afrique, fait la fierté du monde entier par les actions qui ont été menées. Et c'est en ce moment qu'on prend des mesures liberticides pour arracher la parole aux Burkinabés. Là où se trouve le peuple burkinabé face à une décision qui l'empêche de s'exprimer, c'est un devoir pour la CGTB de répondre présent. Le message destiné à la présidente du Conseil supérieur de la communication n'a pas été remis car le lieu de sitting n'avait pas été accordé. Les organisateurs disent cependant ne pas désarmer. Ils envisagent de passer à une autre étape si rien n'est fait au Conseil supérieur de la communication les jours à venir. 5 ministres face à la presse ce soir et un seul sujet au centre des échanges, la journée nationale d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Parmi les informations à retenir, tous ceux qui sont morts ne seront pas élevés au rang de héros. Olo Poda. Un événement spécial, point de presse spécial. 5 membres du gouvernement de la transition face à la presse. Principal sujet abordé, la célébration de la journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Le Conseil des ministres, à sa séance du mardi 14 avril 2015, a pris la décision d'organiser le 30 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national et dans les chancelleries et représentations diplomatiques de notre pays à l'étranger, une journée d'hommage aux martyrs des 30 et 31 octobre 2015. Plus spécifiquement, sur les objectifs de cet événement à caractère national, le ministre Auguste Denis Barry, dont le département chapeaute l'organisation, a été on ne peut plus clair. Il s'agit de créer, d'un point de vue de l'antériorité, une mémoire collective de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014
en lien avec toutes les insurrections qui ont eu lieu au Burkina et reconnues comme telles. Du point de vue de la postériorité, de proposer une date définitive en souvenir des héros de la nation dont la célébration annuelle aura lieu sur toute l'étendue du territoire national, dans les chancelleries et les représentations diplomatiques de notre pays à l'étranger. Selon les statistiques du gouvernement, 31 personnes ont trouvé la mort et 660 blessés lors des événements d'octobre dernier. Et pour le gouvernement, toutes les victimes ne peuvent pas être élevées au rang de héros nationaux. En ce sens que la victime est tombée sur les lieux du pillage, comprenez très bien que c'est de l'incivisme notoire, excusez-moi l'expression. Comprenez très bien que c'est des actes de vandalisme. On ne peut pas donc élever ces personnes-là au rang de martyrs. Comprenez également que si c'est au cours de la mutinerie dans les prisons, pour quelqu'un qui est déjà en train de purger une peine, pour recouvrer encore une certaine dignité que le peuple voudrait, et qu'à ce moment il y a eu mort d'homme, excusez-nous, nous ne pourrons pas les élever non plus au rang de martyrs. Donc, les martyrs seraient ceux-là donc qui seront tombés sur le champ de la bataille, réellement, et que vous allez bientôt connaître. À ce rendez-vous avec la presse, des questions relatives aux procès-verbaux de certaines victimes ont été aussi abordées. Toutefois, le gouvernement de la transition convie toutes les couches socio-professionnelles à cette commémoration qui sera marquée par plusieurs activités, dont une retraite au flambeau, des conférences publiques, un dépôt de gerbes, l'érection d'une stèle et des discours d'hommage très attendus. Et parlant de martyrs, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple vient de publier un rapport spécial sur les violations des droits de l'homme commises pendant l'insurrection. Son bilan, 34 morts et plus de 400 blessés recensés sur l'ensemble du territoire. Le MBDHP exige toute la lumière sur ces violations et réclame la dissolution du régime de sécurité présidentiel. Aruna Mari. Voici le rapport spécial sur les violations des droits humains commises au Burkina Faso lors des événements des 30 et 31 octobre publié par le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Dans ce rapport, le mouvement révèle que 34 personnes ont trouvé la mort et dénombre plus de 400 blessés sur l'ensemble du territoire. Ce rapport se veut une lecture critique du déroulement des événements de 30 et 31 octobre 2014. Et ce rapport, naturellement, se termine par un certain nombre d'éléments de recommandation que nous adressons aux autorités qui ont trait notamment à la question de l'impunité. Jusqu'à ce jour, on n'est pas arrivé à identifier, ou du moins on ne veut pas identifier ceux-là qui ont donné l'ordre de tirer sur les manifestants de 30 et 31 octobre. Ce rapport de 108 pages est structuré en deux parties. La première aborde le contexte politique, économique et social de survenue de cet événement. Des cas de violation des droits humains durant cette période sont recensés dans la dernière partie. Le MBDHP réclame justice sur les tueries et les violations des droits humains commises pendant l'insurrection. Elle recommande entre autres la dissolution du RSP et la prise de mesures urgentes en faveur des travailleurs ayant perdu leur emploi du fait de la destruction de leur entreprise. Mariam Sankara était ce soir à Kosiam. Elle a eu un entretien avec le président du Faso. La veuve du président Thomas Sankara a déclaré être venue rendre une visite de courtoisie au chef de l'État et le remercier, lui et tout le peuple burkinabé, pour leur soif de justice. Aboubakar Sayon. C'est la première fois que l'ancienne première dame entre dans le palais présidentiel depuis 28 ans. Mariam Sankara dit être venue rendre une visite de courtoisie au président du Faso, Michel Kafando. Une occasion pour elle de remercier le chef de l'État et avec lui l'ensemble du peuple burkinabé pour la conduite de la transition et le changement de régime intervenu depuis octobre 2014. Comme vous savez, il y a eu l'insurrection. Après l'insurrection, il y a eu donc ce gouvernement de transition qui a été mis en place et donc qui a donné la possibilité, manifesté la volonté de faire avancer le dossier justice pour le président Thomas Sankara. Et en même temps remercier
la population burkinabé qui a été vraiment la cause de cette insurrection. Cette visite intervient au lendemain de l'exhumation du corps du président Thomas Sankara. Le dossier a-t-il été abordé au cours de l'audience? On en a parlé, mais vous savez, les exhumations sont en train de se faire. C'est prématuré de dire quelque chose. On attend après l'exhumation. Le but, c'est de faire des analyses d'expertise pour savoir quelles sont situées les raisons les causes de l'assassinat. Et après tout cela, je pense que le juge saura orienter l'enquête. La veuve du capitaine Thomas Sankara est au Burkina depuis le 14 mai dernier. Elle a déjà été entendue par le juge d'instruction en charge du dossier Thomas Sankara. Et voilà qui introduit la page entretien de ce journal. L'invité, comme annoncé, c'est Alain Foka, journaliste à RFI qui n'est plus à présenter, animateur de la célèbre émission Archives d'Afrique. Bonsoir, M. Foka. Bonsoir. Alors, première question. Vous allez présenter donc demain un coffret consacré à Thomas Sankara. Personnellement, avez-vous connu le capitaine Thomas Sankara? J'ai connu le capitaine Thomas Sankara. J'ai eu cette chance-là par le biais d'un ami malheureusement qui est décédé, qui était Sénène Andrea Mirado, qui m'a permis, à peine sorti de l'école, de venir ici, dans ce pays, vivre un peu cette révolution. Et je suis revenu souvent jusqu'à ce fameux octobre 87 où il a disparu. Alors, ces derniers jours ont connu quand même une certaine accélération dans l'instruction de ce dossier. Alors, comment vous appréciez cette nouvelle dynamique? Je suis impressionné, pas surpris, mais impressionné par la vitesse à laquelle les choses vont, puisqu'il était évident qu'à un moment ou à un autre, on rouvrirait ce dossier, étant entendu que ça ne pouvait pas ne pas revenir sur la scène, vu la popularité de Thomas Sankara, vu ce qu'il a représenté pour ce pays-ci. Alors, on va évoquer à présent ce coffret, la raison donc de votre présence à Ouagadougou, un coffret consacré donc au capitaine Thomas Sankara. Mais avant, on va découvrir ensemble une petite présentation en images. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. C'est un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Nous recevons aujourd'hui des pressions multiples, multiformes. Malheur à ceux qui baillonnent leur tête. Qui ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. La patrie ou la mort. Voilà donc pour cette petite présentation. Monsieur Foka, dites-nous, quel est le contenu de ce coffret-là? Alors, c'est un coffret qui m'a pris à peu près 4 ans et demi pour réaliser. 4 DVD d'1h30 chacun, c'est-à-dire 6 heures de documentaire sur Thomas Sankara. J'ai essayé de faire ce que j'appelle un peu l'intégrale de Thomas Sankara, de pouvoir raconter Thomas Sankara tel qu'on ne l'a pas encore fait. Il y a eu des documentaires sur lui, évidemment, mais j'essayais d'aller le plus loin possible, comme je le fais chaque week-end dans le magazine que j'anime sur RFI, de donner l'ensemble de ce que les gens attendent, en gros, avec des témoignages, avec des archives. Alors, 6 heures dimanche. Alors, dites-nous un peu comment vous avez réussi cette prouesse-là de réunir, en tout cas, autant d'heures d'images sur le capitaine Thomas Sankara. Il faut dire que quand même, je fais un magazine depuis 22 ans, un magazine d'histoire. Donc, j'ai toujours tourné en radio et en télévision, avec toujours une caméra. Et j'ai la chance, finalement, d'avoir rencontré l'essentiel de ceux qui l'ont connu, l'essentiel de ceux qui ont travaillé avec lui, pour qu'ils racontent un peu à froid ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu avec lui. Et le plus difficile a été de trouver les archives, puisque dans la plupart de nos pays, nos archives sont totalement détruites. Donc il fallait faire un peu le tour du monde pour retrouver ces archives-là, et ça a été le travail le plus laborieux. J'y suis arrivé visiblement, j'attends que l'on juge. Et comment, dans quelles conditions vous avez réalisé ce coffret? Est-ce que véritablement les langues se sont déliées comme vous l'auriez souhaité, en tout cas au moment où vous conceviez le projet? Au fur et à mesure, les langues se sont déliées. Il est évident que depuis novembre dernier, certaines personnes qui n'avaient pas eu envie de parler ont décidé de parler. Malheureusement, pour certains, il était un peu tard parce que j'avais bouclé le travail, mais ça n'a pas été si difficile que cela de faire parler les gens. Il y avait des gens qui avaient envie de parler depuis longtemps, qui attendaient peut-être la bonne personne. Je ne sais pas si je suis la bonne, mais en tout cas, ils m'ont sollicité. Et la première version est passée sur RFI. J'ai pu juger un peu de la réaction des gens et d'autres se sont mis à table. Okay.
Est-ce qu'il y a des épisodes peut-être qui sont moins bien connus du capitaine Thomas Sankara que l'on peut s'attendre à découvrir à l'intérieur de ces coffrets? Un peu. Je vois des choses qui sont restées cachées pendant un bon moment. Je pense également qu'il y a des archives qui étaient classées, qu'on a pu déclassifier. Donc je pense que les gens en regardant verront ce qu'ils ne connaissaient pas. Thomas Sankara côté court, Thomas Sankara dans ses relations avec les autres pays. Alors la dédicace, c'est demain à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Alors, comment cela se prépare? Est-ce que tout est fin prêt pour que, en tout cas, cette dédicace-là puisse se dérouler correctement? On n'est jamais totalement fin prêt. J'attends la réaction des Burkinabés. J'attends de les recevoir demain. Parce qu'on n'a pas fait une très grosse promotion sur cette sortie en raison de l'actualité, je me suis dit je ne vais pas venir un peu phagocyter cette actualité qui était riche. J'espère que demain, les gens viendront à la salle des fêtes, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'invitation particulière et qu'ils viennent juger le travail qu'on a fait. Je sais que Thomas Sankara représente beaucoup, pas seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique et le monde entier. J'essaie de présenter le travail que j'ai fait. Je les attends tous demain à 18h à la salle des fêtes. Alors je vais poser la question que certainement beaucoup attendent. Comment se procurer ces coffrets? Quelles sont les conditions pour en tout cas y accéder? Alors 4 heures d'image, 6 heures d'image, c'est pas évident. J'ai fait un coffret simple que je peux vous présenter. Je pense que c'est un travail assez long, assez fastidieux. J'espère que j'ai réussi à faire quelque chose qui puisse intéresser. Comment se le procurer? Il y a beaucoup de points de vente, mais je vais surtout renvoyer les gens au site de archivedafrique.com. Là-dessus, ils trouveront tous les points de vente. Et puis, je les invite d'abord demain, pour ceux qui sont ouagalais, à venir sur place. Ils trouveront les coffrets sur place. Ils sont assez accessibles. Assez accessibles à quel prix? Vous voulez parler de prix? Yes. Je vous voyais venir. Il coûte la modique somme de 50 000 francs. Vous voyez que c'est pas très cher pour 4 DVD d'1h30. Ouais, ça vaut le coup. Alors, avant de vous laisser partir, peut-être on va vous demander de prononcer cette phrase magique que l'on entend donc à chaque numéro d'Archives d'Afrique. Alors, nul n'a le droit. Je suis embarrassé. Si on commande comme ça, je suis embarrassé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Merci, M. Fahmy, pour votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevions donc M. Alain Foucault, journaliste à RFI, présent à Ouagadougou pour la dédicace de son coffret Archives d'Afrique consacré à Thomas Sankara. De ce journal, retour sur le séjour du Premier ministre à Cotonou au Bénin. Yacouba Isaac Sida a participé au lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix par le dialogue interculturel et interreligieux, une idée de l'Institut Albert Thévodjéré. Tinzerbo, Wendata, Nathalie Kaori. Les pays africains connaissent de plus en plus des violences engendrées très souvent par l'extrémisme religieux. Des enlèvements, des attentats, des exécutions et autres actes violents sont perpétrés au nom de la religion selon leurs auteurs. Pour l'Institut Albert Thévodjéré, initiateur de ce symposium, il est temps de s'attaquer à ce phénomène pour le lancement de l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement. Cette initiative se traduira par le dialogue entre les religions et entre les cultures. Tous sont là, ensemble, pour se dire, vivons ensemble, mettons-nous ensemble et que l'on crée un pont entre les différentes religieuses pour que chacun, en adorant Dieu à sa manière, en adorant Dieu pour ses convictions, mais ne soit pas un obstacle ou un problème pour son voisin. Et que le voisin, c'est un autre de nous-mêmes. C'est un autre de moi-même pour qu'ensemble qu'on puisse vivre, pour éviter ce que nous vivons au Nigeria, ces prises d'otages, ces confrontations religieuses, ça ne pas l'Afrique. Les responsables de la religion musulmane, de la religion catholique et protestante, les représentants de la religion judaïste et des religions endogènes, bref, toutes les confessions religieuses sont représentées à la rencontre de Cotonou. À côté de ces leaders religieux, des autorités de la sous-région, dont le Premier ministre burkinabé, est venu manifester le soutien du Burkina Faso à l'initiative d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. À l'ouverture des travaux de ce symposium, le chef de l'État béninois a émis le souhait que des résolutions appropriées soient prises afin de mettre fin à l'intolérance religieuse. Le moment est propice d'en débattre sans détour, parce que l'héritage allégué aux générations futures
nous en fait une obligation. En effet, le dialogue interreligieux et interculturel qu'il nous faut instaurer à tous les niveaux peut et devrait pouvoir calmer les ardeurs et les débordements extrémistes. Le symposium de Cotonou doit prendre la bonne option d'aller vers des résolutions fortes pour éviter de tomber dans l'engrenage des rencontres sans lendemain. L'initiative d'éducation à la paix par le dialogue interreligieux et interculturel est soutenue par la communauté internationale. Un manifeste sera adopté au terme des travaux. Ce manifeste devra orienter les décideurs politiques et les parlementaires des pays concernés dans leurs actions afin que la paix et la tolérance religieuse soient les valeurs les mieux partagées dans ces pays. Et après le Bénin, Yacouba Isaac Zida s'est rendu au Togo, précisément dans la localité de Niamtougou, où il a eu un entretien avec le président Faure Gnassingbé, l'occasion de faire le point de la marche de la transition au Burkina Faso. Reportage toujours de nos envoyés spéciaux Martin Zerbo et Wendata Nathalie Kaouri. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Niamtougou par son homologue togolais. Niamtougou est à 400 km de Lomé au nord du Togo, dans la région de Kara. À une quinzaine de kilomètres de là se trouve la localité de Pia. Et c'est là, à la résidence présidentielle, que le Premier ministre sera reçu par le président Faure Gnassingbé. L'entretien entre le Premier ministre et le président togolais a duré environ 1 heure. À la fin, le Premier ministre a fait savoir à la presse qu'il est venu parler avec le président Faure Gnassingbé de la transition en cours au Burkina Faso. Depuis les premières heures, le président Faure s'est investi personnellement dans la recherche de solutions, une solution durable au Burkina. Et il est tout à fait indiqué que nous puissions faire le point de l'évolution de cette transition-là. Parce que vous savez que le président Gnassingbé dispose en tout cas d'une forte expérience en matière de conduite des affaires de l'État. Nous avons aussi partagé avec lui nos préoccupations. Nous avons fait connaître les difficultés auxquelles nous faisons face. Selon Yacouba Isaac Zida, le président Faure Gnassingbé lui a donné de sages conseils pour une bonne conduite de la suite de la transition au Burkina Faso. Après avoir pris congé de son hôte, le Premier ministre a mis le cap sur Accra au Ghana pour la suite de sa mission. Une transition sur de bons rails, cet avis n'est pas partagé par tous. Le collectif Tous Unis pour une transition réussie est quelque peu inquiet et interpelle le gouvernement. Elle dénonce un certain nombre de situations parmi lesquelles les coupures d'eau et d'électricité susceptibles d'entraver la bonne marche de la transition. Claudine Bikaba. Le collectif Tous Unis pour une transition réussie, créé une semaine après l'insurrection des 30 et 31 octobre, élève la voix pour se faire entendre. Face à la presse, voilà ce qu'il défend. Pendant cette période de transition, l'attention de beaucoup de personnes est focalisée sur les questions politiques. On peut le comprendre, d'autant plus que l'organisation réussie des élections du 11 octobre est l'une des missions fondamentales assignées par la charte au gouvernement. À ce gouvernement, nous voulons dire qu'il ne faut pas perdre de vue le fonctionnement des autres volets de la vie nationale. Ainsi en est-il de l'économie. On le dit, quand l'économie va, tout va. Une économie qu'il estime n'est pas évoluée après la chute du régime Compaoré. Selon le collectif, les problèmes d'eau, d'électricité et de réseau de téléphonie vont de mal en pis. Une situation qu'il digère mal et dénonce ici. Pour nous, ni l'eau, l'électricité n'est pas un luxe, mais une nécessité d'ordre prioritaire. Alors, nous espérons que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre aux petits de pouvoir se nourrir. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre de souffrir un groupe électrogène. Et ça change. Le collectif pointe aussi du doigt certaines organisations de la société civile de vouloir compromettre la bonne marche de la transition. Il a également exprimé son mécontentement par rapport à la position de Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, sur le code électoral jugé non inclusif par celui-ci.
Objectif octobre 2015, dans 5 mois, le Burkina entre dans un cycle d'élections cruciales pour son avenir et il faudra compter avec l'Union européenne qui les veut crédibles et apaisés. Elle prépare déjà l'observation de ces scrutins. Une mission est présente à Ouagadougou. Elle est allée échanger avec le président du Conseil national de la transition, Éléonore Irbanga. La mission conduite par le chef de délégation de l'Union européenne a pour ambition de préparer une bonne observation des élections prochaines au Burkina Faso. Et avec le président du Conseil national de la transition, il a été question de comprendre les conditions générales de préparation des élections. L'idée était, à travers l'échange avec le président, d'abord d'exposer en quoi consiste ce processus qui va conduire à une observation électorale, et puis de comprendre quelle est la situation institutionnelle actuelle, où on en est de l'état de préparation, les questions qui se posent au plan politique, juridique, institutionnel, social. Donc c'est un passage en revue des conditions générales pour permettre à nos collègues qui arrivent de rentrer dans le sujet et d'avoir une première lecture par un acteur politique majeur de la transition. Pour des élections apaisées et crédibles, l'Union européenne, avec cette mission, entend recueillir les différents points de vue, dont celui du président du CNT. Ce qui est important, c'est la détermination des autorités à aller à l'essentiel, c'est-à-dire préparer le processus électoral qui permet justement de donner à la transition son terme dans les délais qui ont été convenus, et en même temps, bien évidemment, de traiter un certain nombre de questions qui correspondent aux attentes des populations, mais tout ça dans un temps court. La mission de l'Union européenne a 3 semaines pour jeter les bases d'une bonne observation des élections par des rencontres avec les différentes parties prenantes. Premier congrès de l'Ordre des sages-femmes et maïeuticiens du Burkina Faso, c'est aujourd'hui que les travaux ont commencé. L'occasion de réaffirmer un engagement, celui de garantir le droit à la santé maternelle, néonatale et infantile. L'autre enjeu de ce congrès, c'est le renouvellement du bureau de l'Ordre. Yolande Lompo. Reconnaissables par leur blouse rose, ces sages-femmes et maïéticiens sont là pour non seulement renouveler leur bureau, mais aussi leur engagement à s'acquitter de leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Ce premier congrès qui a pour instrument aujourd'hui le code de déontologie, le règlement intérieur et la loi qui régissent la profession. Ce congrès va disséminer donc ces documents, ces contenus, pour que les prestataires, que sont les sages-femmes et maïéticiens, aient une ligne de conduite dans leur pratique quotidienne. Les sages-femmes et maïéticiens constituent le pilier de la lutte contre la mortalité infantile et néonatale et sont un nombre insuffisant au Burkina Faso, en dépit des 200 sages-femmes que l'État recrute annuellement. Et pour Michel Kafando, la révalorisation de leur profession va de pair avec l'universalité des soins et de la formation. Nous avons une sage-femme pour 10 823 habitants, ce qui laisse percevoir l'immensité de la tâche qui nous attend pour que le droit d'accès de toutes les femmes aux soins soit une réalité. Au nombre des impératifs, il y a l'exigence de construire davantage de maternité, car le rien moyen qu'une femme en grossesse doit parcourir pour voir une maternité est encore élevé. De même, l'équipement conséquent des centres de santé en matériel et consommable constitue un engagement et un défi que nous ferons tout pour relever. La formation continue des professionnels de santé sur le terrain devra être permanente et selon la marraine Joséphine Ouedraogo, la création de l'Ordre des sages-femmes est à saluer. Venus des 13 régions du Burkina Faso, mais aussi du Togo, du Mali et de la Côte d'Ivoire pour prendre part à ce premier congrès ordinaire de l'Ordre des sages-femmes et maïéticiens du Burkina Faso, ensemble, ils vont échanger sur les nouveaux savoir-faire afin qu'aucune femme ne meure en voulant donner la vie. Dieu de toucher sa paye du mois pour les agents de la fonction publique. Nous sommes au 3e jour de l'opération biétage et beaucoup en ont gros sur le cœur, dénonçant les multiples dysfonctionnements ainsi que la lenteur de l'opération. Constat Amandine Lalsaga. Assis sur les escaliers ou debout dans un désordre indescriptible, dossier en main, c'est dans cette ambiance parfois empreinte de tiraillement que ces fonctionnaires perçoivent leur salaire du mois au ministère de la Communication. Ce 27 mai 2015,
Certains ne cachent pas leur mécontentement face aux difficultés de l'opération biétage. À mon arrivée, j'ai trouvé que non, sur la liste là même là, il y avait plus de 60 personnes. Donc je me demande si avec un seul guichet pour le ministère de la Communication, les 60, actuellement on est à 100 et quelques. Les 100 et quelques, s'il y a au moins 60 qui sont là. Donc vous voyez, il y a combien de reporters qui ne sont pas sur le terrain, il y a combien de techniciens qui ne sont pas sur le terrain. Moi j'espère gagner ça aujourd'hui, sinon c'est pas facile. On n'a pas l'habitude de toucher le 27 ou le 28. Au comité de contrôle de paye numéro 35, guichet unique de paye implanté au ministère de la Communication, Pinidie Yanou vient de percevoir son salaire après plusieurs heures d'attente. Depuis 5 heures du matin ici, bon quand même. Bon, on est venu trouver des gens qui étaient là déjà s'inscrire ici. Je me suis inscrit 8e, bon quand même. J'ai pris, c'est déjà bon, c'est une bonne chose. Bon, c'est pas une satisfaction, mais bon, c'est comme tous les autres mois. Les agents chargés de l'opération, appuyés par les forces de l'ordre, sont chargés de payer au moins 130 personnes par jour. En termes de difficulté, c'est ceux qui oublient d'envoyer leurs copies légalisées des extraits d'actes de naissance, les autorisations spéciales de paie, notamment pour ceux qui sont en Ouagadougou, parce qu'il y a une autre interprétation par rapport au recours de l'autorisation spéciale. L'opération biétage, débutée ce 25 mai, se poursuit jusqu'au 28 mai prochain. La période du 1er juin au 17 juin est réservée dans ce guichet au paiement des retardataires. La Cour des comptes qui poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation à Manga, elle a rencontré les gestionnaires publics des structures décentralisées et déconcentrées. Les échanges ont porté sur le rôle de l'institution. Olo Poda. La Cour des comptes se dévoile aux gestionnaires publics du Centre-Sud. À Manga, la juridiction supérieure de contrôle des finances publiques explique à ces hommes et femmes qui manipulent au quotidien les deniers publics les raisons de sa création, son fonctionnement et la procédure applicable devant elle. C'est un face-à-face qui a mis en lumière l'action de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire et financière. C'est le même message que nous livrons partout, c'est-à-dire attirer l'attention des gestionnaires publics sur l'impérieuse nécessité qu'il y a à gérer en bon père de famille les deniers publics en respectant les règles de gestion des finances publiques. Ces règles, c'est vrai qu'ils les apprennent dans leurs différentes écoles de formation, mais il n'est pas de trop que de temps en temps, on vienne leur rafraîchir la mémoire pour attirer l'attention sur leurs devoirs, surtout que nous sommes dans un pays où c'est les moyens qui manquent le moins. En réalité, il y a des fautes récurrentes, mais elles ne sont pas toutes de la même gravité. Il y a des fautes qui sont juste formelles. Le non-respect d'une simple procédure est constitutif d'une faute. Cette rencontre se veut donc un cadre d'échange sur la gestion efficace des finances publiques afin de permettre à ces mandataires de mieux s'acquitter de leurs devoirs et assumer ainsi leurs responsabilités pour une bonne gouvernance administrative et financière des fonds publics au Burkina Faso. 48 heures pour dompter le traitement de l'information sur les questions de coopération. Des hommes de médias renforcent leurs capacités. C'est une initiative de l'ONG italienne Elvia. Le reportage est de Marguerite Douagneau. Comment envisager une collaboration plus judicieuse entre journalistes et acteurs de la coopération pour mieux communiquer sur les projets de développement? C'est à cette question que tentent de répondre les participants aux échanges qui s'ouvrent ce matin entre journalistes et acteurs de la coopération. Il faut toujours se mettre ensemble et réfléchir pour mieux communiquer, pour que l'action qui est mise en œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des routes ou de n'importe quelle action de développement, il est important de toujours plus communiquer et mieux communiquer, parce qu'au plus on va communiquer, au plus on va réfléchir sur la communication, au mieux les gens vont savoir quel impact ces actions de développement ont sur la vie des gens. L'objectif du présent atelier est donc de renforcer la collaboration entre journalistes et acteurs de la solidarité internationale en vue d'améliorer la qualité de l'information sur la coopération. L'idée, ce n'est pas seulement de donner de la visibilité aux projets de développement, mais aussi de donner des contenus à ce que les acteurs du développement font.
Très souvent, on a l'habitude de faire des publi-reportages par rapport à un événement, le lancement d'un projet, mais on ne s'arrête pas assez à expliquer, à réfléchir sur ce qu'il y a derrière. Nous n'allons pas faire une publicité mensongère sur une ONG qui ne travaille pas. Nous sommes vraiment une force de proposition, mais une force de dénonciation, d'interpellation. Nous serons sur le terrain. On ne va plus s'asseoir, écouter encore. Une vingtaine de journalistes et d'associations prennent part à cet atelier d'échange organisé par l'ONG italienne Elvia en partenariat avec le réseau d'initiatives des journalistes africains pour la coopération et le développement. La rencontre de Ouagadougou se tient en prélude à la mise en place d'un réseau mondial de journalistes sur les questions de coopération. À Banfora, il est plutôt question de civisme et de patriotisme. Ils sont 300 jeunes appelés pour le service national de développement. L'objectif, c'est de faire de chacun de ces jeunes un modèle. Ali Traoré. Pour avoir une société organisée et stable, nous avons besoin de citoyens disciplinés. Voici le message essentiel du directeur général du SND, le Service national pour le développement. Un message qui justifie d'ailleurs la tenue de cette formation au profit de ces 300 jeunes de la région des Cascades. Et pour cette 62e promotion, le civisme et le patriotisme sont au centre des préoccupations. La formation civique et patriotique, c'est très important pour la jeunesse. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, quand même, vous avez vu les différentes revendications qui se font dans la rue. Alors, et aujourd'hui, nous savons que la plupart des Burkinabés parlent de leurs droits, mais pas de leurs devoirs. Ils ne connaissent même pas leurs devoirs. Alors, ils mettent l'accent sur leurs droits et ne parlent même pas de leurs devoirs. La formation civique, c'est important quand même. Je pense que ça permet aux gens de comprendre, de connaître certaines réalités du pays. À la cérémonie d'ouverture, ces appelés du SND ont eu droit à des prestations d'artistes dont la musique véhicule des notions de civisme et de patriotisme. Et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui leur sera enseigné durant les 5 jours de formation. Nous avons un certain nombre de thèmes, dont des thèmes à caractère civique, c'est-à-dire le comportement du citoyen dans la cité, et des thèmes qui portent sur les valeurs morales, tant et si bien que nous en avons besoin. Vu la perte de ces valeurs, les jeunes aujourd'hui ont perdu ces valeurs. Ils se cherchent, comme on dit, ils cherchent leur identité. Nous allons donc insister sur certaines valeurs citoyennes. La région des Cascades est la 4e étape de cette série de formations, après le nord, le sud-ouest et le centre-ouest. Et à terme, le SND compte former 5000 jeunes dans 8 régions du Burkina Faso. Vous aimez la culture nippone? Eh bien, cette adresse est pour vous, la médiathèque municipale de Ouagadougou. En ce moment même, vous pourrez y découvrir l'esprit du Budo ou l'histoire des arts martiaux japonais. Le pays du soleil levant s'expose aux curieux. C'est une initiative de l'ambassade du Japon. Yakuba Ouedraogo. Ici, des flèches en bambou, des carquois, des arcs en bambou laqués et dorés, des socs en fer, instruments d'entraînement pour le karaté, entre autres. Date de création, inconnue pour certains, 8e siècle environ pour d'autres. Là, une démonstration de judo et de kata, 2 arts martiaux d'origine japonaise. Bienvenue dans l'archipel nippon, lui-même une chaîne d'îles en forme d'arc. Tout cela se passe en miniature à la médiathèque municipale de Ouagadougou, où le Budo, c'est-à-dire l'ensemble des arts martiaux, y est exposé. Des arts essentiels pour le développement du corps humain, mais aussi et surtout de l'esprit. Les arts martiaux ne sont pas de simples sports. C'est un art de vivre. Les arts martiaux tendent vers la maîtrise du corps et de l'esprit. Et comment rester indifférent face à une telle diversité artistique assez représentative de la culture nippone, ici exposée à Ouagadougou? L'émerveillement de pouvoir voir de visu tous les instruments, n'est-ce pas, de cette pratique, de la pratique de cet art, que nous avons jusque-là l'habitude de voir, n'est-ce pas, sur nos écrans, et que nous avons l'occasion de voir aujourd'hui de façon visible, physique, de pouvoir les voir, les toucher.
Pour en savoir davantage, il suffit de faire juste un tour à la médiathèque municipale de Ouagadougou du 27 mai au 6 juin 2015, du lundi au samedi de 8h30 à 18h30 pour découvrir l'histoire des arts martiaux ou l'esprit du Budo. À présent, la revue de presse des quotidiens, principal sujet abordé par les journaux, l'ouverture de la tombe du président Thomas Sankara, Abdoul Rasmane Zongo. Avec une photo descriptive de l'ambiance et des alentours du cimetière de Dagnoé à la une, le quotidien aujourd'hui offre ce titre. À 45 cm sous terre, des restes d'ossements et de vêtements retrouvés. L'exhumation des restes du père de la Révolution d'août 1983 est terminée, précise le journaliste. Quant au quotidien Le Quotidien, il commente l'événement du mardi en ces termes. Au total, 5 restes ont été exhumés dans la journée du mardi 26 mai. Il s'agit, précise le journal, de ceux de Thomas Sankara, Abdoulaye Gouem, Der Somda, Laye Wali, Sibri Zagri. Les éditions Le Pays font un petit cours d'histoire. L'identification des restes de Thomas Sankara, rappelle le journaliste, a été une promesse des autorités de la transition, car, dans son discours d'investiture du 21 novembre dernier, le président de la transition, Michel Kafando, avait promis que justice sera rendue à Thomas Sankara. Au nom de la réconciliation nationale, affirmait le président Michel Kafando, j'ai décidé que les investigations pour identifier le corps du président Thomas Sankara seront menées. Chose promise, chose due, pourrait-on dire. Et maintenant, s'exclame l'observateur, comme pour s'interroger sur la suite de ce long feuilleton judiciaire. Un feuilleton judiciaire à la fois rebutant pour certains et excitant pour les autres. Après les différentes analyses à effectuer, argumente notre confrère de l'Observateur, il reviendra à la justice militaire de démêler cet écheveau politico-militaire 3 décennies après les faits. Et notre confrère ajoute, des témoins de cette tragédie sont morts, mais beaucoup d'autres sont encore en vie et méritent d'être entendus, tout comme doivent être auditionnés tous ces hommes politiques qui ont été de toutes les missions pour expliquer et justifier la mort de Sankara le renégat. Dans les colonnes du quotidien d'État citoyen, on peut lire ceci. La tombe supposée de Thomas Sankara a été ouverte. On a vu des restes que les experts vont analyser et élaborer un rapport. Pendant ce temps, Maître Benewene Stanislas Sankara, un des avocats de la famille Sankara, affirme. Au total, 7 corps ont été exhumés à ce jour. Et nous allons poursuivre l'opération demain mercredi 27 mai à 7 h. Au même moment, peut-on constater à Sidoya que l'exhumation d'un sankariste peut en cacher l'inhumation d'un autre sankariste. En effet, le journal d'État rend un vibrant hommage à Norbert Michel Tiendrebego, également un sankariste, à travers le titre « Ultime hommage à un homme de conviction ». Norbert Michel Tiendrebego, fauché dans la journée du vendredi 22 mai 2015, le président du Front des Forces Sociales, FFS, un homme politique de conviction pour les uns et un banquier professionnel pour les autres, a été inhumé au cimetière de Gunguin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.